Bonjour arpenteur, moi c'est Alctor et dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Ta gueule c'est Magic, on va parler du champ de bataille, du lancement des sorts et de la vitesse de lancement des sorts. Pour ça, j'ai préparé un nouveau PowerPoint et je vous propose de commencer sans plus attendre. Dans Magic, on va retrouver plusieurs zones avec lesquelles on va physiquement interagir. La disposition que je vais vous présenter est assez classique et peut être amenée à changer d'un joueur à un autre. Certaines zones vont changer de côté suivant si vous êtes droitier ou gaucher par exemple. Parmi ces zones, on va tout d'abord retrouver le champ de bataille. C'est sur ce dernier que vous allez mettre par exemple vos artefacts, vos enchantements ou encore vos créatures. On va ensuite retrouver la zone de terrain. C'est ici que vous allez jouer ou mettre vos terrains. On va retrouver une zone pour compter les points de vie, que ce soit à l'aide par exemple d'un dé spin down, d'un compteur de points de vie ou encore d'une application smartphone. La zone de bibliothèque, c'est là où vous allez mettre votre deck. La zone de commandement, lorsque vous faites du format commandeur, c'est ici que votre commandant sera en début de partie. La zone de cimetière et enfin la zone d'exil. Il est bien important de dissocier chaque zone puisque certaines cartes vont pouvoir revenir de l'exil ou bien encore être jouées depuis le cimetière. Il est donc important de ne pas mélanger les différentes zones pour ne pas faire de misplay. Également, il est interdit de changer l'ordre des cartes dans les zones de bibliothèque, de cimetière et d'exil, sauf si un effet le permet par exemple. Mais par défaut, même si on peut consulter son cimetière et son exil ou bien le cimetière et l'exil des autres joueurs, il est interdit de changer l'ordre des cartes. Voici un exemple de jeu après quelques tours. Mais d'où viennent ces cartes qui sont apparues sous vos yeux comme par Magic? Eh bien, ces cartes proviennent de ce que l'on appelle la main. Lorsque l'on débute une partie de Magic, on va piocher une main de départ qui sera constituée de 7 cartes. Un des conseils que l'on peut retrouver pour sa main de départ est d'avoir suffisamment de terrain pour en jouer un chaque tour, au moins les 3 ou 4 premiers tours. Mais attention, cela va différer selon vos decks ou vos stratégies de jeu. Mais que faire si la main de départ ne me convient pas? Par exemple, la main que j'ai actuellement ne dispose que d'un seul terrain. Je n'ai aucune créature, il va donc falloir que je sois chanceux au moment de piocher des cartes pour espérer faire quelque chose. Donc cette main, personnellement, je ne la garderai pas. Mais du coup, cela veut dire que l'on peut se débarrasser de sa main de départ? Eh bien, c'est tout à fait cela. Si la main de départ ne convient pas, on va pouvoir faire ce que l'on appelle un mulligan. Mais dis-moi Jamie, c'est quoi un mulligan? Eh bien, un mulligan, c'est quand notre main de départ ne nous convient pas, on va la remélanger dans notre bibliothèque, puis on va repiocher le même nombre de cartes, en l'occurrence 7. On mettra ensuite sous notre bibliothèque une carte pour chaque mulligan effectué. Donc par exemple, si j'ai effectué au total 2 mulligans, je vais piocher 7 cartes et mettre 2 cartes sous ma bibliothèque. Je vais donc commencer la partie avec 5 cartes seulement. Il est parfois préférable de commencer une partie avec moins de cartes plutôt qu'avec une mauvaise main. Dans certains formats comme le commandeur, il y a un premier mulligan gratuit. Ça veut dire que vous n'aurez pas à mettre une carte sous votre bibliothèque pour votre premier mulligan. Cette main va me permettre de jouer des terrains ou lancer des sorts. Par exemple, dans la configuration de jeu que l'on a vue au début, je vais pouvoir engager 3 terrains afin de générer 3 manas et lancer mon enchantement, la rédemption du chasseur. Ensuite, au prochain tour, je pourrai désengager mes terrains, les engager de nouveau pour cette fois lancer mon commandant. Si vous vous rappelez, dans la première vidéo, on a dit que tous les types de cartes, excepté les terrains, étaient considérés comme des sorts. Donc quand on va vouloir les jouer, on va en réalité faire ce que l'on appelle lancer un sort. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Pour l'exemple, on va dire que je souhaite lancer Atraxa, Voix des Praetors. Eh bien, dans un premier temps, ce sort il va être mis sur ce que l'on appelle la stack. La stack, c'est une zone invisible qui est partagée par les joueurs et c'est sur cette dernière que les sorts vont aller avant de se lancer. Les plus anglophones d'entre vous l'auront deviné, sur la stack, les sorts vont pouvoir s'empiler. Ils seront ensuite résolus du haut vers le bas. Une vidéo plus complète sera probablement dédiée à cette dernière. Une fois que notre sort est sur la stack,
il va y avoir possiblement plusieurs choses à déterminer en fonction du sort lui-même. Si le sort nous demande de faire un choix, on va annoncer ce que l'on choisit. Si on souhaite imprégner notre sort, on va révéler la carte à l'origine de l'imprégnation. On va pouvoir annoncer les coups alternatifs et ou supplémentaires de nos sorts, et d'ailleurs, petit aparté concernant les coups alternatifs et supplémentaires. Pour un sort, on va pouvoir avoir une association de un coup alternatif et 0 ou plusieurs coups supplémentaires. On va pouvoir avoir plusieurs coups supplémentaires. En revanche, on ne pourra pas avoir plusieurs coups alternatifs. Bien évidemment, si pour notre sort on choisit d'utiliser un coup alternatif, les coups supplémentaires et les éventuelles augmentations-réductions s'appliqueront à ce dernier. On va pouvoir annoncer la valeur de X. On va pouvoir annoncer la couleur du mana hybride et de quelle manière on va payer le mana Phyrexian. Par exemple, est-ce qu'on le paye avec un mana noir ou bien en utilisant nos points de vie. Comme mentionné au début du point numéro 2, les éléments à déterminer dépendront directement de votre sort. Ensuite, après avoir déterminé ces éléments, en troisième, on va déclarer les cibles de notre sort. Pour ça, on va respecter les éventuels critères de ciblage. On va déterminer le nombre de cibles de notre sort. Par exemple, si c'est indiqué 0 ou X créatures, on va annoncer 2. Et pour information, une même cible ne peut pas être choisie plusieurs fois pour une même occurrence du mot cible dans l'effet du sort. Par exemple, pour le maléfice hexagonal, l'effet nous dit détruisez 6 créatures ciblées. Il n'y a qu'une seule occurrence du mot ciblé et le chiffre 6 est mentionné. Dans le cas de cet effet, il faudra choisir 6 créatures différentes. Si ce n'est pas possible, s'il n'y en a que 5 par exemple sur le champ de bataille, le sort ne pourra pas être lancé. Pour l'éveil pour le massacre, on peut choisir jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées dans notre cimetière. On pourrait donc par exemple n'en choisir qu'une seule. Pour le sort de décimation, on peut voir qu'il y a plusieurs occurrences du mot cible. On va donc pouvoir choisir un artefact, une créature, un enchantement et un terrain, tous différents. Ou bien, on pourrait par exemple pour le ciblage numéro 1 et 2, choisir une créature artefact. On ciblerait la créature artefact pour le premier ciblage d'artefact et toujours cette même créature artefact pour le second ciblage de créature. Une fois que l'on a déterminé la ou les cibles de notre sort, les capacités qui se déclenchent lorsqu'un objet et ou un joueur devient une cible vont se déclencher à ce moment-là. Elles seront donc ajoutées sur la stack à la fin du lancement du sort et seront donc résolues avant ce dernier. On va ensuite devoir distribuer les effets. Si on prend exemple sur la résonance de l'impact, je vais devoir distribuer X blessures comme je le désire entre n'importe quel nombre de créatures. Je vais donc devoir annoncer cette répartition, mais attention, chacune des cibles doit au moins recevoir 1 de ce qu'il y a à diviser. Donc par exemple, si je dois répartir 4 blessures, je ne peux pas choisir 4 créatures et infliger 0 à l'une d'entre elles. On va ensuite vérifier la légalité du lancement de sort. Et si finalement il s'avère que le sort ne pouvait pas être lancé, on va revenir avant son lancement. Une fois la légalité du sort établie, on va déterminer le coût total de ce dernier. Pour ça, on va additionner le coût en mana du sort ou son coût alternatif, plus les éventuels coûts supplémentaires, plus les augmentations de coûts de mana, moins les réductions de coûts de mana. Il est important de noter que les réductions s'appliquent en dernier. Cela peut avoir un impact sur le coût final. Une fois que ce coût a été déterminé, il est verrouillé, il ne pourra plus être changé. C'est très important, c'est pour cela que j'ai souligné le mot verrouillé, puisque cela peut avoir un impact soit sur la compréhension de résolution d'un sort, mais surtout éviter des misplays. Une fois le coût déterminé, si on a besoin de mana pour le payer, on va pouvoir activer des capacités de mana. Certains d'entre vous l'auront du coup peut-être noté, mais en effet, on peut activer des capacités de mana avant de lancer son sort ou bien pendant le lancement.
Cela peut également avoir son importance dans certains scénarios. Une fois le mana acquis, on va pouvoir payer le coût du sort. Pour ça, on doit payer son coût en intégralité, on ne peut pas en payer que la moitié. En effet, la guilde ne fait pas crédit. Une fois que toutes ces étapes ont été réalisées, le sort va enfin être lancé et arriver sur la stack. Si le contrôleur du sort avait la priorité avant de le lancer, il reçoit de nouveau la priorité. Ça veut dire que le lanceur du sort a une chance de répondre à son propre lancement pour cumuler différents sorts ou capacités sur la stack. D'ailleurs, au sujet du lancement de sort, je voulais ajouter qu'un sort, c'est un objet qui n'existe que sur la stack. Donc si un effet vous indique de copier les sorts que vous contrôlez, eh bien cela ne va affecter que les sorts en stack que vous contrôlez, donc que vous avez lancés. En aucun cas, cet effet vous permettra de dupliquer des créatures sur le champ de bataille par exemple, puisque comme je viens de le dire, en dehors de la stack, il n'y a pas de sort. Au sujet des lancements de sorts, il y a un point que l'on n'a pas abordé, il s'agit de la vitesse de lancement. Globalement, dans Magic, on va retrouver deux vitesses de lancement de sorts, la vitesse éphémère et la vitesse rituelle. Un sort qui peut se lancer avec une vitesse éphémère, on parle d'instant speed en anglais, est un sort qui peut se lancer lorsque la stack n'est pas vide. Bien évidemment, le joueur qui souhaite lancer ce sort a besoin d'avoir la priorité, mais il peut lancer ce sort lorsque la stack n'est pas vide. Ça veut dire qu'il peut lancer un sort en réponse à un autre sort. Du moins, il peut lancer le sort en question en réponse à un autre sort. Là où une vitesse de sort en rituel, on entendra parler de sorcery speed en anglais, est un sort qui ne peut pas se lancer si la stack n'est pas vide. Par exemple, un artefact, par défaut, s'il n'a pas de capacité qui lui permette d'être lancé à une vitesse éphémère, ne pourra pas se lancer lorsque la stack ne sera pas vide. On ne pourra pas le lancer en réponse à un autre sort. Ça ne peut pas se lancer en réponse à un sort. Également, ces sorts-là, qui se lancent à une vitesse de rituel, ne peuvent se lancer que pendant la première phase principale et ou pendant la seconde phase principale de notre tour. En anglais, on parle de pré-combat et de post-combat. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur certains points que l'on a évoqués au cours de cette vidéo, afin d'avoir des exemples plus concrets. Par exemple, l'activation des capacités de mana pour générer du mana. Est-ce qu'il vaut mieux le faire avant de lancer son sort ou pendant le lancement de son sort? On va voir au travers d'un exemple assez simple que cela peut avoir son importance. Imaginons que le joueur A dispose de 1 point de vie et que le joueur B dispose de 3 points de vie. Sur le champ de bataille, un des deux joueurs a posé précédemment une barbelure de mana, qui est un enchantement qui dit « À chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, les barbelures de mana infligent une blessure à ce joueur. » Le joueur 1, comme son adversaire n'a plus que 3 points de vie, souhaite lancer le sort de foudre, afin de pouvoir le tuer. Si on lance ce sort, du moins si on génère du mana pendant le lancement du sort, comment ça va se passer? Le joueur va mettre foudre sur la stack, il va cibler l'adversaire, puis il va engager une montagne pour avoir un mana. Du coup, le trigger de la barbelure de mana va se déclencher, on va payer le sort, et le trigger de la barbelure de mana va sur la stack. Comme on peut le voir, foudre a été lancé, le trigger a eu lieu, il vient se mettre par-dessus. Dans cette configuration, on va résoudre d'abord le trigger de la barbelure de mana, le joueur A va donc mourir. Maintenant, si on génère le mana avant de lancer le sort, eh bien on va engager une montagne pour avoir un mana. Le trigger de la barbelure de mana va se déclencher et va aller sur la stack. En réponse au trigger de la barbelure de mana, on va pouvoir jouer la foudre, puisque c'est un sort avec une vitesse d'éphémère. On va cibler notre adversaire et on va payer le coup. On peut voir par rapport à la disposition de la stack que dans ce cas-là, on va d'abord lancer la foudre, donc tuer notre adversaire, avant de se prendre le point de dégâts de la barbelure de mana. Cet exemple démontre bien que flotter du mana, donc générer du mana avant de lancer des sorts,
peut avoir une importance. Un autre point important qui a été souligné, c'est le fait que le coût de mana est verrouillé avant de procéder à son paiement. Imaginons sur le terrain vous avez un familier Tonitrozov qui indique que les sorts noirs et les sorts verts que vous jouez coûtent 1 de moins à jouer. Il s'agit de votre seule créature sur votre champ de bataille. Vous souhaitez ensuite lancer la fenaison de l'autel. Cet éphémère nous indique qu'en tant que coût supplémentaire pour lancer la fenaison de l'autel, il faut sacrifier une créature. La question que l'on peut donc se poser, ou du moins ce qui peut amener un misplay autour de la table, c'est si je sacrifie mon familier Tonitrozov, est-ce que je bénéficie malgré tout de la réduction de coût qu'il m'apporte? En appliquant ce que l'on a vu à l'étape 6, c'est assez simple de trouver la réponse, puisque le coût total du sort, on va le déterminer de la manière suivante. Je lance fenaison de l'autel. J'ajoute donc à mon paiement, en quelque sorte, je vais devoir payer un mana incolore plus un mana noir. À ça, je vais additionner un coût supplémentaire, un sacrifice de créature. Ensuite, je vais ajouter une réduction du coût de mana, à savoir un mana incolore. Ce coût-là qu'on vient de déterminer, c'est ce qui va être verrouillé. Donc notre sort, il nous coûtera au final un mana noir et un sacrifice de créature. Dans le cas présent, en paiement, je peux sacrifier le familier Tonitrozov puisqu'on va payer après avoir verrouillé son coût. Je voudrais également faire un petit point sur l'interprétation entre un coût et un effet. Par exemple, défausser 2 cartes en tant que coût ne peut pas être payé si on a une seule carte en main. En revanche, un effet qui nous demanderait de défausser 2 cartes, on pourrait malgré tout le réaliser en défaussant la seule carte dont on dispose. Et attention aux capacités. En effet, si une capacité en jeu vous indique que les cartes ne peuvent pas quitter le cimetière, alors il n'est pas possible de payer un coût qui serait exiler une carte du cimetière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur le champ de bataille et le lancement des sorts, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.